Après l'intervention de Jacques Chirac, réunion ce matin à Matignon, ce sont les parlementaires UMP qui auront en charge de préparer une nouvelle loi, un CPE modifié avec comme préalable un dialogue avec les partenaires sociaux. À gauche, on prépare la riposte en dénonçant les décisions du chef de l'État considérées comme manœuvres. Les appels à manifester mardi prochain se multiplient alors que le PS va lui déposer une proposition de loi pour abroger le CPE et le CNE. Le SIDAction tout ce week-end, en 20 ans, les traitements d'abord quasi inexistants permettent désormais avec la trithérapie de vivre avec le sida au quotidien. Des progrès considérables dont a bénéficié ce malade contaminé en 82, il y a donc 24 ans. Le salon du cabriolet à Paris jusqu'à dimanche, des nouveautés des modèles anciens pour tous les goûts et tous les budgets. Le cabriolet est très en vogue en ce moment. Et puis de la danse avec le Festival de Bordeaux qui s'intéresse à tous les aspects de l'expression contemporaine espagnole, des plus traditionnelles aux danses de flamenco revisitées. Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de l'intervention de Jacques Chirac et après une réunion ce matin à Matignon, la stratégie a été fixée. Ce sont les parlementaires qui vont mettre en œuvre le nouveau texte sur le CPE demandé par le chef de l'État. Et le fait marquant du jour, c'est que l'Assemblée reprend l'initiative avec une proposition de loi qui devrait s'élaborer rapidement avec les partenaires sociaux. Un retour espéré au dialogue, mais les syndicats n'envisagent ce soir de discuter avec les députés que pour réclamer avant tout le retrait du CPE. Jean-Baptiste Prédali, Yasmina Farber. Le menu de ce petit déjeuner-là est simple, les suites du CPE, ou plutôt comment en sortir sans trop le dire. Autour de Dominique de Villepin, Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires UMP, et face à lui, Nicolas Sarkozy, sans cravate, mais présent comme président de l'UMP. À la sortie, le ministre de l'Intérieur s'exprime volontiers et prononce volontiers le mot dialogue. Nous sommes tous bien d'accord sur cette ligne stratégique. Alors maintenant, il faut que chacun comprenne que la raison, c'est que tout ceci s'arrête le plus tôt possible, que les étudiants puissent recommencer à étudier, que les lycéens retrouvent les lycées et qu'on puisse retrouver les conditions d'un dialogue approfondi. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy joint au téléphone tous les leaders syndicaux. Ses proches ne le cachent pas, le président de l'UMP s'est emparé du dossier. Selon le scénario mis au point ce matin, une proposition de loi sera déposée par l'UMP. Elle portera sur les points litigieux du CPE. Surtout, elle serait précédée de discussions avec les syndicats. Problème, pour le moment, les syndicats demandent à voir. Si les parlementaires nous demandent de discuter avec eux pour aménager le CPE, ma réponse c'est non, nous n'irons pas discuter. Si maintenant les parlementaires acceptent de mettre le retrait ou l'abrogation du CPE de la table, on est prêt à regarder les choses. Les autres leaders syndicaux ne se sont pas exprimés aujourd'hui. Tout le monde prépare la journée d'action de mardi prochain. Sur les façades des sièges des syndicats, pas d'ambiguïté. Voyons tout de suite comment les Français ont réagi à l'allocution de Jacques Chirac. Selon ce sondage CSA pour le Parisien, 62% ne l'ont pas trouvé convaincant, un quart en revanche disent le contraire et 11% ne se prononcent pas. Le contrat première embauche sera donc promulgué demain au journal officiel. Il devrait être mis aussitôt entre parenthèses en attendant les modifications qui passeront par une nouvelle version du texte. C'est ce qu'a demandé Jacques Chirac, une formule inédite, un montage incompréhensible selon les organisations syndicales et les partis de l'opposition. Nous y reviendrons, mais d'abord les explications nécessaires de Luc Bazizin et Zindan Berkous. Pas facile de prendre le départ pour le CPE. Un casse-tête pour les patrons et les salariés qui se retrouvent avec une loi promulguée mais difficile à appliquer dans l'immédiat. Et pour cause, le président de la République a lui-même insisté pour que soient préparées 2 modifications, ce qui impliquera un nouveau texte, donc une nouvelle loi, selon les propres termes de Jacques Chirac. 2 points clés devraient être modifiés, la période d'essai réduite à 1 an au lieu de 2 et le devoir d'expliquer les raisons de la rupture du contrat de travail. Tant que ces modifications ne seront pas inscrites, le président de la République demande qu'aucun contrat ne puisse être signé, et pourtant. Il est parfaitement possible dès lundi qu'un employeur non informé signe un CPE avec un demandeur d'emploi, donc ce CPE serait parfaitement légal. Ceci dit, ce qui est dommage, c'est que quelques semaines après, ce CPE n'aurait plus véritablement non pas de l'existence légale, mais d'utilité. Donc je crois que l'effort d'information du gouvernement sera important. En tout état de cause, il ne peut pas imposer évidemment aux employeurs quoi que ce soit, mais il peut les inciter, dans l'attente d'une modification urgente de la loi, à ne pas signer. C'est tout ce qu'il peut faire.
L'application du CPE dans sa forme initiale est donc gelée en attendant une nouvelle mouture. Une loi aussitôt promulguée, aussitôt suspendue, une première dans l'histoire de la Ve République. Voyons maintenant comment réagissent les organisations patronales. D'abord le MEDEF qui recommande de ne pas utiliser le CPE alors qu'un nouveau texte va être examiné. Sa présidente Laurence Parisot apporte son soutien à la nouvelle donne proposée par le président de la République. On l'écoute. Il me semble qu'on trouve là la bonne combinaison entre des conditions d'embauche rassurantes pour ceux qui se verraient proposer un CPE et néanmoins un minimum de simplification pour le chef d'entreprise qui devrait lui permettre de ne pas avoir peur d'embaucher, de ne pas avoir peur de créer des nouvelles fonctions dans son entreprise. Quant au président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, particulièrement concernées par le CPE, son président s'est dit ouvert à toute discussion. Il ajoute que le CPE sera suspendu le temps qu'on trouve un autre texte. On écoute Jean-François Roubaud. Je conseillerais à mes entrepreneurs de ne pas signer de CPE dès lundi par le fait que l'on sait déjà que les règles du jeu, entre guillemets, vont changer dans les semaines à venir. On ne signe pas un contrat si l'on sait que les règles changent quelques semaines après. Donc nous allons attendre d'avoir ces modifications que l'on va négocier entre partenaires sociaux et ensuite nous appliquerons le CPE. Et puis cet après-midi à Annecy, plus de 300 patrons de PME ont défilé pour manifester contre l'immobilisme ambiant et s'insurger, je cite, contre la dictature de la rue. Sur des banderoles, on pouvait lire « Les patrons ne sont ni des salauds ni des voyous ». Sur le terrain maintenant, essayons de voir comment les patrons de petites entreprises qui comptaient embaucher dès lundi des employés en CPE réagissent. Un exemple peut-être parmi d'autres. Reportage Julien Beaumont, Olivier Robert. Merci, d'accord, c'est ce semaine. Oui. En pleine période de recrutement, Sébastien Langlois est patron d'un site internet en expansion. 25 employés, 10 embauches supplémentaires prévues cette année. Et les nouveaux contrats, ça le connaît. Il a engagé 2 personnes en contrat nouvelle embauche, dont Nicolas, pour lui tout sauf un statut précaire. Le type de poste sur lequel on m'a recruté est un poste à valeur ajoutée assez importante, ce qui fait que je n'ai pas de crainte particulière par rapport à ce qui pourrait être une certaine instabilité du poste. Fort de ce succès, Sébastien Langlois voulait aller plus loin et embaucher rapidement des employés de moins de 26 ans en contrat première embauche. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise est moins sûr de lui après l'allocution de Jacques Chirac. En tant que citoyen, je ne suis pas déçu. En tant qu'entrepreneur, il y a une incertitude qui se crée, puisqu'il y avait quelque chose de bien défini qui se mettait en place, et là, maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc forcément, l'incertitude, c'est toujours un peu pénible à gérer. Maintenant, on va voir aussi en combien de temps ça se résout. 2 embauches gelées pour le moment dans cette entreprise. En attendant, d'autres contrats vont être signés, des CDD ou des CDI. Passons aux réactions dans l'opposition. L'opposition qui s'organise ce matin, la gauche unie des Verts à la LCR, en passant par le PS et d'autres. 11 partis représentés au siège du Parti communiste à Paris ont adopté une position commune avec un appel à manifester mardi prochain et la distribution d'un tract dans lequel Jacques Chirac est accusé de manœuvre. Les socialistes réunis à Lille ont orchestré leur riposte. Sur le terrain législatif d'abord, ils déposeront une proposition de loi pour abroger le CPE et le CNE et dans la rue, ils appellent aux manifestations de mardi prochain. Jeff Wittenberg, José Boulessex. À 300 km/h, comme le TGV qui les amène ce matin à Lille, un groupe d'étudiants en grève tombe sur Ségolène Royal. On parle CPE bien sûr et précisément des condamnations qui viennent d'être prononcées contre les casseurs. Quand il y a quelqu'un qui jette une canette, il y a 200 personnes devant, la police charge, il y a quelqu'un qui tombe, il embarque lui. Il y a quand même aussi des gens qui descendent pour casser, pour décrédibiliser le mouvement. Crédibles, les socialistes, eux, pensent qu'ils le sont. Mieux, la crise du CPE a eu une conséquence inespérée. Provisoirement, on ne parle plus de la guerre des présidentielles. De DSK à Laurent Fabius, de Ségolène Royal à Jack Lang, comme aujourd'hui à Lille, ils s'affichent désormais ensemble et disent comme un seul homme le même mal de Jacques Chirac et du CPE. Petit texte nullissime, inefficace, non créateur d'emplois. Et voilà que ce pouvoir bouché à la toilemmerie, sans tête. On ne dit pas ce texte est mauvais mais je le promulgue quand même et puis on en fera un autre derrière. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? La démocratie, ça ne veut pas dire parce que la droite est majoritaire, elle peut faire n'importe quoi. Encore une fois, l'ordre du jour a été bousculé. Au programme, il y avait aujourd'hui le projet socialiste sur le logement et la décentralisation. Il est passé au second plan, derrière le CPE, derrière la contre-attaque parlementaire du PS, maintenant que l'UMP a déposé une proposition de loi.
le groupe socialiste à l'Assemblée nationale déposera lui aussi sa proposition de loi et portera en article 1 la formule suivante: le CPE est supprimé, le CPE est abrogé. Voilà ce que nous ferons. François Hollande le dit lui-même, à l'Assemblée le combat est perdu d'avance, les socialistes sont minoritaires, leur proposition sera rejetée. En fait, c'est sur le nombre de manifestants mardi prochain contre le CPE que le PS compte désormais pour faire reculer le gouvernement. Du côté de la majorité, on l'a dit, les députés reprennent la main pour mettre au point le nouveau CPE, mais aussi pour expliquer sur le terrain la feuille de route. Nous avons choisi de suivre Nadine Morano, députée de l'UMP chez elle, en Meurthe-et-Moselle. Benoît Bringer, Jean-Pierre Pasteur. Ça va ? Ça va, bon. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du CPE, là? Madame, pardon. Est-ce que c'est une bonne résolution ou quoi, ça? Les jeunes, ils sont pas contents, hein? Oui, à chaque rencontre, le même sujet de conversation. Au lendemain de l'allocution du président de la République, cette députée UMP doit faire preuve de pédagogie avec ses électeurs. On rediscute devant le Parlement, on refait une proposition de loi et on améliore les choses. Mais notre président, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce Si qu'il vous a dit, l'avez le président, hier? Il a dit quoi? pas d'accord pour le retrait. Voilà, Ouais. donc il n'est pas d'accord. Bah, Ils vont faire, les jeunes, ils vont faire quoi? Ils vont continuer leur combat. Les habitants rencontrés par Nadine Morano cet après-midi expriment tous leurs inquiétudes. Pour eux, les choses sont allées beaucoup trop loin. Des gens qui pensent que bon, il ouvre quand même la porte. Et puis bon, j'ai peur que de toute façon maintenant il n'y ait plus de bonne solution ni d'un côté ni de l'autre parce que les choses sont trop radicalisées. Pour cette proche de Nicolas Sarkozy, en demandant la modification des 2 points les plus controversés du CPE, Jacques Chirac a répondu aux attentes des électeurs. Ce qui leur semble important, c'était vraiment de sortir de cette crise, quoi, parce qu'effectivement, je dirais, l'activité économique et à la fois les lycées, les collèges, les universités ne peuvent pas être bloqués comme ça aussi longtemps. Mais visiblement, l'intervention du président de la République n'a pas convaincu tout le monde. Vous avez écouté le chef de l'État, non? Vous avez vu un peu? Un petit peu, ouais. Il temporise, hein. Ouais. Il temporise. Qu'ils soient pro ou anti-CPE, les habitants de cette ville de Moselle se rejoignent en tout cas sur une chose, un compromis doit être trouvé au plus vite pour sortir de la crise. Retour en images sur les rassemblements qui ont eu lieu hier soir à Paris après l'allocution de Jacques Chirac. Plusieurs milliers de personnes dans les rues qui ont déambulé d'un quartier à l'autre avec des incidents, quelques incidents, des actes de vandalisme, plusieurs vitrines brisées. La permanence du député UMP Pierre Lelouch a été saccagée dans le 9e arrondissement. Tournons-nous à présent vers des lycéens. Photo instantanée devant 2 établissements parisiens. Parole entendue ce matin après le discours de Jacques Chirac, Mallory Aouno et Jean-Yves Blanc. Je suppose que chacun a vu l'allocution de notre cher président hier soir. Chacun en a pensé du grand bien. Le ton est donné. La loi instituant le CPE est promulguée mais ne s'appliquera pas en l'état, décevant pour ceux qui interprètent ce compromis comme une ruse du président. Je concède quelque chose pour faire taire la rue. En même temps, je sauve mon Premier ministre et en même temps, j'essaie de redorer un peu mon blason en disant j'écoute la rue et je suis pas complètement entêté comme les de Villepin. Donc je crois que c'est même ce qui va énerver encore plus les gens, c'est que c'est limite un foutage de gueule, complètement. Ils bloquent leur lycée depuis 8 heures ce matin. Le discours de Jacques Chirac a conforté ses élèves, ils demandent toujours le retrait. Ça fait 2 mois que certains manifestent, ça fait 2 mois que certains bloquent. On a été 3 millions dans la rue mardi dernier. S'il ne veut pas écouter, on continuera jusqu'à ce qu'il cède. Ambiance beaucoup plus calme devant ce lycée du 15e arrondissement. Après l'annonce d'une période d'essai ramenée à 1 an et de licenciements motivés, les avis sont partagés. Dire que le marché du travail il évolue et puis que si on ne va pas dans son sens... Quand une loi est votée, il faut que ça aille jusqu'au bout. Après, c'est bien qu'il ait écouté les étudiants, qu'il ait décidé de faire quelques modifications sur les points qui n'allaient pas. Le CPE, en fait, c'est surtout une brèche pour pouvoir amener d'autres cassures dans le code du travail. Et donc, c'est un peu un combat symbolique. La prestation du président favorisera-t-elle un recul ou un renforcement de la mobilisation anti-CPE? Réponse mardi, lors de la prochaine manifestation nationale. À Lille maintenant, la coordination étudiante et lycéenne s'est réunie pour préparer la journée d'action de mardi prochain et savoir comment pourrait se poursuivre le mouvement. Julia Delage, Dominique Mas. Pour ces 600 représentants des étudiants et lycéens de France, le discours du président de la République n'a pas convaincu. Alors réunis en coordination nationale à Lille, ils tentent d'organiser la suite du mouvement, notamment avec leurs aînés. La semaine prochaine, la question ce sera
et comme on l'a dit la semaine dernière à Aix, l'extension de notre lutte aux salariés. Et nous, le but qu'on s'est fixé dans la coordination dès la semaine dernière, c'est de réussir à construire la grève générale qui fera reculer le gouvernement. Est-ce que l'allocution du président a radicalisé le mouvement ? Non, j'ai plutôt l'impression qu'il l'a conforté, que le mouvement sera plus fort mardi et qu'au contraire, il a démobilisé personne et que le mouvement va continuer sans problème. Plus d'une centaine de délégations étudiantes, 45 lycées. Ce matin, seuls les invités pouvaient pénétrer dans l'amphi pour assister au débat. L'objectif, préparer la journée de grève nationale de mardi prochain et faire le point sur la situation dans chaque région. Pas toujours facile de se mettre d'accord. La dernière coordination avait duré 23 heures. On a un truc important à faire, c'est de savoir comment nationalement on va s'adresser à tous les salariés, aux syndicats et aussi aux salariés directement et tout ça. Donc on a ça à organiser, ça c'est un truc important. Et là on perd un peu du temps sur des points d'organisation. Pour tous ces représentants, 3 par établissement en moyenne, le blocage des facs et des lycées reste le moyen le plus sûr de faire pression. Le gouvernement doit prendre conscience qu'il ne peut pas jouer le pourrissement, parce que les étudiants, ils sont même prêts aujourd'hui à jouer la carte des vacances et à se remobiliser après les vacances de retour dans leur fac. Des centaines de propositions, des centaines de votes. Les débats devraient s'achever demain soir. Le SIDAction, tout ce week-end, avec un seul numéro d'appel pour récolter vos dons, le 110. À 20h, 1 850 000 € ont été récoltés, c'est bien, mais il faut continuer. Cet appel à la générosité devrait permettre de mieux financer la recherche et les soins. En 20 ans, les traitements, d'abord quasi inexistants, permettent désormais, avec la trithérapie, de vivre avec le sida au quotidien. C'est le cas de Jean-Jacques, contaminé en 82. Il a survécu. Florence Bouquilla, Dominique Bonnet. Depuis plusieurs années, il écrit des nouvelles qui racontent avec humour une dure réalité. La drogue, la prison, le sida. Jean-Jacques Simon est malade depuis 1989. Aujourd'hui, il vit avec 600 € par mois, l'allocation mensuelle d'adulte handicapé. Mais son premier livre, édité en 2004, a plutôt bien marché et il l'utilise aussi comme un outil de lutte contre l'épidémie. Je fais des interventions de prévention dans divers endroits, type lycée, lycée professionnel, centre de formation. J'aurais tendance à dire là où il y a du jeune à qui parler, quoi. Il y a 15 ans, nous l'avions filmé pour le magazine Envoyé spécial. À l'époque, dans les années 90, la trithérapie n'existait pas encore. Les malades du sida mouraient les uns après les autres, accompagnés par des médecins désemparés. Il m'arrive un truc le lundi, je décède le vendredi dans la foulée, vite fait, sans trop jongler. Ça me fait pas peur particulièrement, c'est pas un truc qui me fait peur. Mais bon, c'est plus le côté de déchéance. Un mois par an, Jean-Jacques Simon s'installe chez ses parents qui vivent à Casablanca. Le soleil, le rythme de vie lui font du bien. Mais il lui faut tout prévoir. Son traitement, introuvable au Maroc. Pour les triglycérides, pour le cholestérol, pour les douleurs dans les jambes, les neuropathies. L'équivalent de 3 500 € par mois. Et l'infirmier qui lui fera 2 piqûres par jour. Un traitement lourd, le 11e, en bientôt 20 ans. Il y a eu 2 molécules qui se sont pas entendues et j'ai fait un empoisonnement donc en 2005. Et là, effectivement, c'est la seule grosse chose qui m'est arrivée sur ces 20 dernières années. Mais c'était relativement quand même important puisque j'étais descendu à 49 kilos. Et... Jean-Jacques, il a lutté. Il s'est battu, toujours, même dans des moments très difficiles. Et il a passé des phases très difficiles. Il s'est toujours battu et jusqu'à maintenant, et on en est très content, il s'en est toujours bien sorti. Pour Jean-Jacques, le docteur Doll, son médecin, tient un rôle fondamental depuis bientôt 20 ans. Mais il y a aussi bien sûr la famille, les amis, l'écriture et un moral d'acier. C'est ça justement qui est magnifique dans la vie, c'est que tout est possible. C'est qu'on peut être à un moment donné au fin fond en apnée et à un autre moment remonter. Donc maintenant, moi je l'ai vu, je sais que c'est possible, donc j'y crois. Croire aux progrès de la médecine qui lui permettront d'améliorer son quotidien et de vivre peut-être encore de longues années. Et puis cette distinction pour la rédaction de France 2, le reportage SIDAction au Mali de Jean-Daniel Flézaquier a obtenu le prix Reporter d'Espoir, catégorie Sciences, Santé, Environnement. Ce reportage a été tourné à Kita au Mali avec le journaliste reporter d'images Rémi Poissonnier, accompagné au son de Christophe Moyon.
Les premières cérémonies de commémoration de la mort de Jean-Paul II avec demain soir à l'heure exacte où s'est éteint le pape des prières et des chants place Saint-Pierre. À la veille de cette journée anniversaire, retour sur la mort d'un pape qui a laissé son empreinte sur le monde catholique et pas seulement. 25 ans de pontificat accompagné d'une ferveur qui ne se dément pas. Gérard Grisbeck et Karine Guillaume. C'est la dernière image de Jean-Paul II. 3 jours avant sa mort, il se montrait encore à sa fenêtre du Vatican et ne pouvait plus prononcer aucune parole malgré tous ses efforts. L'homme, qui ne cachait rien de sa maladie, est mort presque en public. Des milliers de pèlerins massés sur la place Saint-Pierre l'ont accompagné jusqu'au bout. Ce 2 avril, à 21h37 exactement, Jean-Paul II est mort. L'annonce est faite peu de temps après. Il est retourné dans la maison de Dieu. Quelques jours plus tard, la dépouille du pape est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier convergent alors vers le Vatican. Les obsèques sont célébrées par le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. Un an après, dans l'église polonaise de Rome, on n'a rien oublié de ces moments et du pape Jean-Paul II. Je sais, c'était le pape de l'église universelle, mais pour nous, c'était notre pape. Hein. C'était le pape qui est venu de nous, de ma famille. Hein. Cet après-midi, sur la place Saint-Pierre, des drapeaux aux couleurs du syndicat polonais Solidarnosc ont refait leur apparition. Des dizaines de milliers de pèlerins sont déjà arrivés à Rome. Demain, sur cette place Saint-Pierre, ils seront 100 000 ou peut-être même 150 000. On risque alors de revoir les mêmes images qu'il y a un an. Environnement, quand on reparle de l'introduction des ours dans les Pyrénées-Orientales, 5 ours slovènes doivent y être implantés dans les semaines qui viennent. En Haute-Garonne, les opposants ont à nouveau manifesté en prenant pour cible la mairie d'Arbas. Environnement toujours, on part pour Londres où les écureuils roux que l'on voit dans les parcs de la capitale sont menacés d'extinction en cause une surpopulation d'un cousin éloigné, un cousin d'Amérique, l'écureuil gris qui en prend à son aise et la Chambre des Lords s'en inquiète. Maryse Burgot, Dominique Marotel. Les écureuils de St James Park au centre de Londres n'ont peur de rien. Ils font certes la joie des touristes, mais ils sont aussi capables de grimper n'importe où à la recherche de quelque chose à manger. Démonstration avec ce lord anglais qui accepte pour nous de se livrer à une expérience pas forcément très agréable. Est-ce que vous les aimez? Mais vous plaisantez ou quoi? Je les déteste. Mais pourquoi? Mais ils mordent, ils mordent. Il les déteste tellement que devant la très sérieuse Chambre des Lords, il propose une solution originale pour s'en débarrasser. Je vous propose, mes chers lords, de manger ces écureuils. Je lance la campagne « Mangeons les gris pour sauver les roux ». Car les écureuils gris sont porteurs d'un virus fatal à leurs cousins, les écureuils roux, plus petits et moins résistants. Pour espérer voir des roux, il faut d'ailleurs aller dans les réserves, au nord de l'Angleterre. Ces Britanniques viennent de tout le pays pour photographier cette espèce, aujourd'hui en voie d'extinction. On aime les roux parce qu'ils sont anglais. Ils sont de moins en moins nombreux. Le roux est donc 100% britannique alors que le gris fut importé d'Amérique au 19e siècle. Dans les réserves, on n'hésite donc pas à exterminer les étrangers pour sauver les nationaux. On le fait humainement, sans cruauté, et seulement dans les endroits où il reste des roux. Dans les années 40, les écureuils roux peuplaient quasiment toute l'Angleterre. Aujourd'hui, cette carte montre à quel point les écureuils gris les ont chassés. Désormais, les écureuils roux ne survivent que dans des réserves comme celle-ci. Le salon du cabriolet et du coupé à Paris, à la porte de Versailles jusqu'à dimanche. Des nouveautés et des modèles anciens pour tous les goûts et tous les budgets. Le cabriolet fait de plus en plus d'adeptes. Luc Baziza, José Boulestex. C'est, paraît-il, le printemps et en cette saison, certaines voitures se découvrent et pour ne pas se mouiller, chacun sa méthode. Voici un modèle français avec à bord juste ce qu'il faut, pas plus, d'où son nom, Zest. C'est un gros jouet. Notre objectif, c'est une 3e ou une 4e voiture.
ce n'est pas une voiture outil pour aller au travail. Et quand il pleut comme ça, il y a une solution autre que le parapluie? Bien sûr, il y a une version toit rigide et puis aussi une capote souple en développement. Surprise, on croise davantage de décapotables dans les pays où il pleut souvent, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, chacun voulant profiter du moindre rayon de soleil. Mais attention, rouler en cabriolet implique quelques risques. La capote se coince, on se pince les doigts, votre bonne femme rouspète. Ça c'est un plaisir. Ça fait partie du cabriolet. Le plaisir aussi d'afficher sa différence. Les cabriolets d'hier continuent de faire rêver, des modèles souvent synonymes d'évasion ou de frisson. Aujourd'hui, le marché des voitures décapotables est dopé par la multiplication des modèles à toit rigide rétractable. Celui-ci, imaginé par Oliez, se replie dans une véritable chorégraphie. Quand on ouvre et quand on ferme le toit, les bras se redéploient comme les mouvements de la danse Macarena. C'est pour ça qu'on a appelé le concept car comme ceci. Du nouveau modèle au plus ancien, la passion du cabriolet reste indémodable, toujours dans le vent. Alors que l'heure de la retraite a sonné, la championne olympique de ski Carole Montillet a décidé de transmettre son expérience à de jeunes skieurs lors d'une compétition à Megève. L'occasion pour les futurs champions de rencontrer leur idole, Julien Benedetto, Lionel Langlade. Au départ de la course, la concentration est maximale. Cette jeune skieuse ne veut surtout pas décevoir le poster de sa chambre. Carole Montillet, championne olympique et jeune retraitée, est venue à Megève encourager la relève du ski français. J'étais pas à mon rêve tout de suite d'être championne olympique à 11 ans. Je pense que j'en ai pris conscience. Plus tard, quoi, vers 15 ans, je pense. Ouais, vers 14. Mais par contre, elles savent très bien ce que c'est, quoi. Les Jeux olympiques, gagner une médaille d'or. Ils ont entre 10 et 13 ans, sont venus de toute la France pour s'affronter dans la compétition de référence chez les jeunes. Tous rêvent d'un destin à la Carole Montillet. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Eh ben, comment elle skie, les techniques, comment elle fait, voilà. Ouais. Alors vous essayez de faire pareil, c'est ça? Ouais, on veut essayer, ouais, on aimerait bien être à sa place. Certes, l'autographe et la photo sont davantage recherchés que le conseil technique. Mais avoir une championne olympique à ses côtés à l'heure de la grande finale, c'est rassurant. C'est hyper stressant, hein. Mais c'est vachement bien en fait. Toi, t'aimes ou pas? Ouais. Avoir la boule au ventre, avoir les jambes qui flageolent. Il faut pas que je sois trop stressée parce qu'après j'ai peur de tomber et je tombe vraiment. Bah, après, on tombe, on se fait pas forcément mal. Mais... Tu lâches tout. La haine. Tu skis ton plus beau ski aujourd'hui. À voir l'enthousiasme de certains entraîneurs, on comprend que la carrière de Carole Montillet a suscité des vocations. À Megève, une championne a passé le relais. En rugby, défaite surprise du Stade toulousain, champion d'Europe en titre. En quart de finale cet après-midi, les Rouges et Noirs ont été battus à domicile 41-35 par les Irlandais du Leicester. Le salon de la randonnée à Paris jusqu'à dimanche, c'est la pratique sportive préférée des Français, environ 15 millions de randonneurs. Aujourd'hui, on fait marcher les jambes et la tête avec des randonnées à thème. En Lozère, notre équipe a suivi des randonneurs sur les traces de la bête du Gévaudan. François-Julien Piednoir et Gilles Jacquet. Depuis 2 siècles et demi, elle hante les forêts de la région. Dans la province du Gévaudan, une mystérieuse bête fait une centaine de victimes entre 1764 et 1767. Personne n'a jamais su ce que c'était, mais aujourd'hui, un groupe de randonneurs enquêteurs piste les traces de la bête du Gévaudan. On est excités par cette histoire, ça nous plaît, donc y en a qui ont peur, d'autres pas, et puis c'est intéressant d'entretenir ce mystère. Après 2 kilomètres de marche, au détour d'un sentier, un villageois. Il sait peut-être quelque chose. Peut-être dans votre famille, vous avez eu une victime? Oh, je ne sais pas. Parce que vous êtes descendant des gens qui habitaient à l'époque ici. Ah bah alors. Un ancêtre de ce monsieur a vu la bête. Elle m'a dit que la bête était descendue par le chemin de l'Ajo. Elle avait pris le bébé, elle était partie par... Là, c'est le chemin classé de Saint-Alban à l'Ajo. Vous y croyez? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Sur les lieux du crime, on imagine toutes les hypothèses. Si la bête s'était enfuie, donc moi je pense que ça devrait être par là-bas. Vous la verriez s'enfuir où? Était-ce un monstre,
un animal ou un homme. Je ne crois pas que ce soit un homme. Hein. Il y en a qui disent que c'est un homme, mais moi j'y crois pas. L'enquête se poursuit alors au parc des loups. Les loups, principaux suspects dans cette affaire, mais la piste n'est pas crédible pour les spécialistes. Si on était capable de laisser un enfant seul auprès d'un troupeau de moutons, alors qu'il y avait des loups en très grande quantité, c'est parce qu'on avait déjà compris que le loup n'attaquait pas l'homme. Après 3 heures de randonnée, le mystère n'a pas été élucidé. Mais sachez seulement que la bête du Gévaudan n'a tué aucun randonneur, enfin, pour le moment. Comment les artistes, grâce à la grande musique, vont au-devant des jeunes en milieu scolaire. L'enfant et les sortilèges de Ravel est en tournée en Bretagne et dans les Pays de Loire. Une expérience fructueuse, comme ici dans cette ZEP de Quimper. Isabelle Béchler, Vincent Kellner. Une ville comme Quimper n'a pas d'opéra. Elle doit donc compter sur ses voisines. Cette année, un Ravel, coproduit entre Nantes et Rennes, a fait le voyage. Décor léger remonté au théâtre de Cornouailles pour l'enfant et les sortilèges. Une pièce que les artistes eux-mêmes vont présenter au 6e d'une cité. Un enfant turbulent y subit la vengeance des objets qui l'entourent. J'ai d'affreuses douleurs de ventre, j'ai un courant d'air dans mon centre, et je commence à divaguer. Oh, l'horloge blanche! Les collégiens peuvent toucher du doigt ce métier si étrange de chanteur lyrique. Vous avez vu ce que Ravel fait, et c'est une histoire qui commence. Et quand les artistes se prêtent à leurs questions, c'est le bonheur. Je fais un fauteuil bergère, un fauteuil Louis XV. Et je chante le fauteuil. Les enfants ont même concocté une surprise avec la complicité de leur prof de musique. Millimètres, centimètres, décimètres, décamètres, hectomètres. De quoi comprendre une œuvre de l'intérieur. Millimètres, centimètres, décimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, diamètres, centimètres, kilomètres, des millions. Les enfants sont très réceptifs à des choses qui semblent pour nous, quand on aborde la partition pour la première fois, qui peuvent sembler très sophistiquées. Ils ressentent les choses au premier degré beaucoup plus facilement que nous. Il y a quelque chose d'évident. Ça, c'est fascinant. Le livret de Colette et la musique de Ravel égrènent des sortilèges que, bien sûr, les enfants voudront encore élucider après le spectacle. Vous reviendrez à l'opéra, hein, promis, hein? Quand il y a des ampoules dans la robe, est-ce qu'on peut brûler un petit peu? Non, ça ne chauffe absolument pas. La magie sera devenue plus accessible pour cette classe de 6e parce que les artistes sont venus à la rencontre de leur public. Une vraie rencontre de qualité pour l'amour de la musique. Le Festival de danse de Bordeaux s'intéresse à tous les aspects de la danse contemporaine espagnole. Hier soir, elle réunissait les deux extrêmes, les plus traditionnels et les danses de flamenco revisitées. Michel Monpontet, Philippe Luthier. C'est l'endroit le moins flamenco du monde. Les horribles blocos de la base sous-marine de Bordeaux. 200 mètres de béton froid et humide. Et pourtant, c'est ici qu'on a choisi de plonger la brûlante scène de la danse espagnole. Construite en 1941 par l'armée allemande pour abriter des sous-marins, c'est l'un de ces fantômes de l'histoire échoués. Mais hier soir, ce n'étaient pas des sous-mariniers au travail, mais les danseurs de la troupe catalane de Sol Pico au moment des derniers réglages, 2 heures avant l'ouverture des portes. Dans cet endroit étrange, ils ont un invité de marque, presque incongru ici. Le grand danseur de flamenco Israël Galvan, le plus traditionnaliste des flamencos, mais aussi le plus ouvert. Le seul en tout cas à tenter ce genre de risque artistique. Sol Pico est une bombe d'énergie, une casse-cou de la danse. C'est elle qui a imaginé cette rencontre, ce combat entre sa danse contemporaine et le flamenco de Galvan. Je cherchais des danseuses, mais elles me disaient toutes, il faut que tu travailles avec Israël Galvan.
21h, les portes de la base s'ouvrent. Le public, qui pensait s'attendre à de la danse espagnole, n'est pas au bout de ses surprises. À l'entrée, Sol Pico est nu dans un plat à paella, couverte de riz. Rencontre le long des passerelles, et d'aucuns disent que ce flamenco-là va droit dans le mur. Rien n'est moins sûr. La danse espagnole, c'est le soleil et les claquettes, avez-vous dit ? Ce n'est pas une arène, mais un ring. Mais c'est là que Sol Pico et Galvan inventent ensemble le demain de la danse espagnole. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h50, Symphonique Show. Les stars chantent ensemble contre le sida. Émission présentée par Daniela Lombroso. Excellente fin de soirée à tous et à demain à 13h.